Bonjour à tous. Bonjour Alexandre Ross, journaliste à l'équipe je commence par le dernier arrivé, qui vient de nous rejoindre après bien des déboires. C'est expérimental, on le disait. Ça s'appelle TVLops et c'est sur l'application Blab. Bonjour Gilles Leroc, qui est journaliste à cyclingpro.net. Est-ce que ça te va si je dis cyclingpro.net ou C'est tu le nom. préfères Vélo Pro? Non, c'est le nom. C'est le même. Voilà, on va dire, en tout cas en langue française. Alors, le principe de l'interactivité, je le rappelle, les gens qui vont nous rejoindre peuvent poser des questions dans la barre de gauche. Vu l'heure tardive, je ne sais pas s'ils seront nombreux à nous rejoindre. On sera 3. Si l'un d'entre eux, d'ailleurs, veut nous rejoindre carrément, prendre le siège qui est disponible, c'est également possible. Mais sinon, on va évoquer de toute façon à 3 un sujet dont on a peut-être beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et j'étais surpris de voir également, sur le site cyclingpro.net, on sait qu'il y a des billets d'humeur de Gilles de temps en temps. Je crois que là, il a enfoncé un clou assez profondément à travers une chronique hier et puis auparavant à travers également d'autres chroniques d'humeur où le sujet était pas évoqué autour d'Abu Dhabi, mais plutôt autour de Vélone et même de l'Union cycliste internationale. Et en ce qui te concerne, Alexandre, toi aussi, tu as eu l'occasion de faire un édito il n'y a pas très longtemps. C'était semaine dernière, je crois, où tu ne parlais pas d'Abu Dhabi, mais où tu parlais de certaines valeurs quand même qui sont chères au cyclisme professionnel. Alors, qui commence? Déjà, peut-être Alex, peux-tu nous dire un petit peu ce que tu as voulu exprimer dans cette chronique la semaine dernière, avant qu'on entre dans le vif du sujet, à travers la question Abu Dhabi, c'est donc ça le cyclisme selon Vélone? Alors moi, ce qui m'a le plus dérangé, en fait, c'est pas tant le Tour d'Abu Dhabi en tant que tel, c'est plus le fait que l'UCI organise son gala de fin d'année là-bas, au cours duquel il remettait des prix donc pour la saison. Et c'est ça qui m'a le plus dérangé, en fait, de nous faire croire que c'est un événement, le Tour d'Abu Dhabi. Ça me dérange pas que le Tour d'Abu Dhabi existe, mais qu'on le laisse à sa place, c'est-à-dire une course qui se lance et qui, pour l'instant, est totalement insignifiante dans le calendrier international. Est-ce que toi, tu as été choqué, Gilles, par justement cette nouvelle course qui a été créée cette année Non. en remplacement au Tour de Pékin? Il faut le rappeler quand même, qui avait lieu l'année dernière à peu près à la même époque, et surtout en même temps qu'une belle course française, entre autres. Il y en avait d'autres d'ailleurs auparavant, mais puisque Abu Dhabi c'est une course par étapes, mais je pensais bien sûr à Paris Tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque là-dedans? Non. Dans ce cas-là, on serait choqué du Tour du Qatar, du Tour d'Oman qui viennent en face de l'Étoile de Bessèges et du Tour de Med tous les mois de février. Donc, il y a à peu près 3000 coureurs pros dans le monde. Au départ de Paris Tour, ils étaient 180. Voilà, donc il y a largement de la place pour une course concurrente. Et il me semble que le plateau de Paris Tour était tout à fait convenable avec les sprinters qui étaient les seuls concernés par cette épreuve-là. Donc, il n'y a pas de problème de concurrence entre les deux. En revanche, oui, ce qui est désolant, comme le dit Alex, c'est que l'UCI profite du Tour d'Abu Dhabi première formule pour organiser un gala qui est avant tout européen, avec des coureurs avant tout européens, et sans organiser une vraie réception avec les médias, avec les partenaires, avec les sponsors et avec seulement les coureurs concernés. Alors, évidemment, on a vu le montage. Le Tour d'Abu Dhabi a été fait par RCS, donc les organisateurs du Giro, qui organisent déjà le Tour de Dubaï, qui ont passé un accord visiblement avec Vélone. Tout s'est imbriqué. Vélone, aujourd'hui, a totalement inféodé l'UCI. Et l'UCI, du coup, on a profité pour monter une réception qui ne lui aura pas coûté grand-chose. Sauf que ça s'est passé à Abu Dhabi dans l'anonymat total et que ce sport n'a pas besoin de ça. Comment aurait-il fallu faire Alexandre, qu'est-ce que, justement, tu as dit ce qui t'avait un petit peu déplu dans ce gala. Comment aurais-tu souhaité ou comment souhaiterais-tu que la saison se termine? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu incohérentes finalement dans ce calendrier? Est-ce que la fin de la saison, vu l'articulation du calendrier avec les championnats du monde il y a 2 semaines, n'aurait pas dû se terminer? Est-ce que la saison n'aurait pas dû se terminer à Richmond? Si, moi je pense qu'on pourrait finir la saison sur le mondial et on pourrait organiser à la suite de ce mondial tout de suite le gala derrière, parce que la plupart des coureurs sont là. En général, c'est dans une place forte du cyclisme, même si ça ne va pas être le cas l'an prochain au Qatar. Et c'était déjà mieux avant, quand on finissait pratiquement la saison sur le Tour de Lombardie. Là aussi, tu pourrais coller un gala au Tour de Lombardie, parce que là, tu es dans un haut lieu du vélo.
Ça avait Alors, eu lieu. Ça avait eu oui. lieu. Hein. Après le Tour de Lombardie en 2005, quand le Pro Tour a été lancé par Verbruggen, il y avait une soirée de gala après le Tour de Lombardie, qui évidemment avait beaucoup plus de justification que de le faire au Tour d'Abu Dhabi. Mais le Tour d'Abu Dhabi, c'est pour Vélone, pour l'UCI, c'est juste un prétexte. Enfin, voilà, ça aurait pu être le Tour des Inuits ou le Tour des Soviets, il l'aurait fait là-bas. Voilà, la place, peu importe. C'était juste le moyen de démontrer qu'on peut faire autrement et surtout autrement qu'avec ASO. Voilà. Alors, ça va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est peut-être de façon un peu provocante de se moquer, en tout cas c'était l'esprit de la question, un petit peu de Vélone à travers une ambition certaine dans ce qui est affirmé au départ et des concrétisations qui pour l'instant sont, on va dire, assez contestables. Ça, c'est mon point de vue que j'exprime finalement uniquement à travers cette question. Je vais vous laisser réagir et j'invite les internautes qui nous rejoignent eh bien, à poser des questions ou à réagir, à nous faire part de vos remarques, parce que ce qui nous intéresse dans cette expérience, c'est bien sûr l'interactivité. C'est au centre de ce TVLOPS. Donc, n'hésitez pas. J'en profite pour dire d'ailleurs que Eric aurait dû être avec nous ce soir. Il a un petit problème, un problème familial qui l'empêche d'être avec nous. Il le regrette. Mais si quelqu'un veut prendre place à nos côtés pour poser réellement ces questions, donc Pierre, par exemple, Pierre Amiche, qui nous dit c'est caricatural, mais la mondialisation du vélo n'est pas une mauvaise chose. Qu'est-ce qui vous dérange, messieurs? Le lieu, la date ou le fait que ce genre d'épreuve remette en question les épreuves du vieux continent? Je crois que le débat est lancé. Bonsoir, Pierre, viens nous rejoindre tout de suite. Je sais que tu viens de finir ton blab sur le rugby, mais je sais que tu connais bien aussi le vélo, donc ça permettra. Vous savez qu'on a cherché des défenseurs de Vélone ou des porte-paroles de Vélone et on n'a pas réussi à avoir un seul volontaire pour venir nous rejoindre ce soir. Il faut dire que c'est pas une audience, une grosse audience ce soir, ce genre d'expérience et c'est peut-être ce qui a découragé certaines personnes que j'ai pu contacter. Alors, en ce qui concerne justement Vélone, Alexandre, est-ce que Abu Dhabi ça correspond, cette épreuve que l'on a vue, donc disputée dans les pays du Golfe, comme il y en a déjà, est-ce que ça constitue réellement, selon toi, l'archétype des épreuves que Vélone souhaiterait, créer, développer, et de façon à finalement avoir un circuit cohérent dans lequel il y aurait à la fois des épreuves peut-être traditionnelles, en tout cas celles qui voudraient rejoindre Vélone, mais aussi des nouvelles épreuves ex nihilo d'une certaine façon. Ouais, je crois que ça correspond en partie. Alors moi, mon grand problème avec Vélone, c'est que je ne sais pas ce qu'ils veulent mettre en place dans le site, en dehors de mettre la main sur un peu d'argent. Je les ai juste entendus parler des caméras embarquées qui se fait donc à Abu Dhabi. Mais en dehors de ça, je sais vraiment pas. On a parlé de ligue fermée, on a parlé de moins d'épreuves, mais on n'en voit pas du tout la couleur. Et donc aujourd'hui, pour moi, je résume Vélone aux caméras embarquées. Et si c'est ça qui va faire avancer le cyclisme, je suis pas sûr que ce soit le dossier le plus important aujourd'hui. Alexandre Ross, je le rappelle parce que c'est pas ton nom que tu as affiché à travers ton compte Twitter que tout le monde pourra découvrir. Donc tu as déjà eu l'occasion d'écrire justement sur ce projet de ligue privée ou sur cette entité commerciale sous la dénomination de Vélone. Est-ce que tu as eu déjà l'occasion d'enquêter? Oui, j'ai déjà écrit un peu là-dessus, mais je pense que c'est un vieux, Gilles pourra le dire mieux que moi, et toi aussi d'ailleurs Patrick, mais je crois que c'est un vieux serpent de mer, cette histoire de ligue fermée et de droits télé, de mettre la main sur les droits télé, mais je crois que les sommes de droits télé aujourd'hui dans le vélo, c'est pas ça qui va faire augmenter les budgets des équipes. Gilles, tu es d'accord? Absolument. En fait, il faut juste, on va parler franchement, il faut juste dire une chose, c'est que en général, les gens qui travaillent dans ce sport, je parle des patrons d'équipe et pas tous, et d'ailleurs c'est pas un hasard si aucun des managers d'équipe française n'est dans Vélone. Pourquoi ils sont tous trop intelligents? Je fais exprès. Non, c'est pas ça. En France, on a un système social, un système de charge qui fait qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ce qui est évidemment l'inverse de ce qui se passe partout ailleurs. Ça pourrait être le thème d'un autre débat. Il y a beaucoup de managers qui ont un rapport avec l'argent qui est absolument dramatique.
Ils ont éculé toutes les manœuvres pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Et aujourd'hui, ils essayent de le faire de façon un peu plus visible. C'est-à-dire, ils créent une association dont le seul but, effectivement, de gagner de l'argent davantage. Ils ont une poupée, c'est la F1. Et ils pensent que le cyclisme peut être organisé et rapporter autant d'argent qu'un Grand Prix de F1. C'est-à-dire qu'une course doit rapporter autant d'argent aux gens, aux acteurs, donc à eux, qu'une course de F1. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est que le cyclisme, depuis plus de 100 ans, est organisé par des sociétés privées, qu'il n'y a pas un contexte qui existe qui soit comparable à un autre, d'un pays à l'autre, et que c'est absolument impossible. Donc, le seul enjeu pour eux, c'est de récupérer l'argent là où il est. L'argent, il est où? Au Tour de France. Et donc, les droits télé du Tour de France. Il y a une guerre depuis 1 an aujourd'hui, et je m'étonne, moi, qu'ASO ne fasse rien, parce que pour le coup, ils ont encore le pouvoir de dire non. Il y a une vraie guerre aujourd'hui sur des thèmes basiques, mais qui sont pas très importants. Les caméras GoPro, franchement, ça révolutionne rien. Mis à part quand il y a une chute, c'est spectaculaire, mais on s'en fiche un peu. Attends, je t'interromps juste un instant. Alexandre, c'est ton avis aussi. Les caméras GoPro ou les caméras embarquées, pour parler de façon plus simple, ont-elles un intérêt telles qu'elles sont utilisées aujourd'hui par Vélone sur les vidéos YouTube que l'on peut voir, ou telles qu'on a pu le voir lors de la dernière étape en circuit sur cet autodrome à Abu Dhabi? Est-ce que ça n'a aucun intérêt hormis les chutes, selon toi? Si ça peut avoir un intérêt sur les sprints, par exemple, des mecs qui remontent le peloton ou un gars qui aura une GoPro derrière et pour avoir une attaque en montagne. Mais moi, je suis pour qu'on utilise ça correctement. Je serais aussi pour qu'on ait un peu de son dans le peloton, qu'on entende les coureurs se parler, ce genre de choses. Mais encore une fois, ça peut pas être le dossier prioritaire. Ça peut pas être la rampe de lancement d'une révolution du cyclisme. C'est vraiment un petit détail et on a bien compris que ça c'était juste une manière de devenir propriétaire d'image et donc d'essayer de monnayer ça à terme et de rattacher ça aux droits télé. Je t'ai interrompu, Gilles. Je te redonne la parole parce que ce que tu disais a fait écho. Pierre nous écrit, puisque tu évoquais la F1, que finalement, ils ont eux aussi les mêmes problèmes. C'est peut-être la poupée des gens de Vélone, comme tu le disais, mais eux aussi ont les mêmes problèmes avec ces nouveaux circuits de F1 qui sont éparpillés un petit peu partout sur la planète aujourd'hui. Ouais, enfin, en l'occurrence, quand même, la différence, c'est que ça ait lieu à Madrid, à Barcelone, à Abu Dhabi ou à Dubaï, les équipes touchent leur quote-part de recettes qui sont générées par chaque Grand Prix de Formule 1. Donc, c'est quand même pas le cas non plus pour les équipes cyclistes. Ce que je voulais dire par là tout à l'heure, c'est que ça n'a pas d'intérêt en termes de business. Voilà. Ils vont pas gagner de l'argent parce qu'ils vont mettre une caméra sur la selle de Kittel qui va pouvoir filmer en gros plan Nibali, ce qui était le cas l'autre jour. C'est pas le problème. Sauf que ce sont juste, pour le moment, le moyen d'approcher ASO vers un sujet qui tend à être bientôt la négociation des droits télé. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et de toute façon, regardez bien, quelle serait la source de revenus pour Vélone, mis à part ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que la course cycliste en elle-même coûte très cher. Alors, on va aller à Abu Dhabi, là, tout est payé par un émirat qui est ravi qu'on parle de lui. Bon, très bien. Sauf que aller faire ça dans les pays comme la Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, en Italie, en Allemagne ou ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils vont aller gagner comme recette? C'est quoi la recette pour gagner de l'argent dans ces pays-là, compte tenu de ce que coûte déjà une course cycliste en termes de tout? Sécurité, et j'en passe et des meilleurs. Donc, pour le moment, ils essayent simplement d'encercler. Et je pense qu'ils vont y arriver si ASO ne fait rien. C'est un autre débat, mais n'empêche que moi, je suis consterné de constater que ces gens-là sont très agressifs. Quand Tinkoff dit, avant le Tour de France, l'année prochaine, on boycottera le Tour, j'ai trouvé hallucinant que le Tour ne dise rien. Moi, je leur ai dit, écoute, tu peux commencer tout de suite, va-t'en. Tu ne fais pas le Tour 2015. Et on laisse faire ces managers qui sont sans foi ni loi. Sur le plan réglementaire, peuvent-ils le faire? Je suis pas sûr qu'ils puissent décider. Sur le plan réglementaire, moi je pense que tout règlement est fait pour être enfreint. Donc de toute façon, mais c'est pas leur règlement qui est en question, c'est celui de l'Union cycliste internationale. Rappelle-toi quand même, Patrick, que ASO a émis l'idée et a menacé en juin, si la réforme du cyclisme n'était pas mise en route, de quitter le calendrier UCI, et je pense qu'effectivement c'est le levier, parce qu'en l'occurrence, s'ils quittent le calendrier UCI, ils pourront toujours organiser des courses cyclistes, et ils pourront dire à des managers qu'on connaît depuis longtemps, comme Lefebvre, qui
le monde depuis 30 ans, de dire à ces gens-là, bientôt, tu viendras plus. Non, mais voilà, il faut dire les choses. Le problème du vélo aujourd'hui, c'est qu'il continue à être dirigé au niveau de ses instances et au niveau de ses équipes par des gens qui ont déjà fait toutes les boulettes. Ces gens-là sont sans foi ni loi. On les vire par une porte, ils rentrent par la fenêtre. Et aussi longtemps que ces personnalités ne changeront pas, je vois pas comment le cycliste, in fine, va changer. Même si il va mieux. Cela dit, il y a des alertes, on pourra en parler plus tard, mais il y a des alertes pour dire que, attention, il y a de nouveau le danger qui guette. Alexandre, on a vu que cette épreuve à Abu Dhabi était organisée par RCS, c'est-à-dire l'organisateur qui organise également le Tour d'Italie, mais toutes les plus grandes courses en Italie. Est-ce que ça veut dire que Vélone trouve une oreille plus attentive du côté de cet organisateur italien, qui est également dont la Gazzetta dello Sport fait partie du groupe, hein, au même titre que l'équipe fait partie du groupe ASO. Et est-ce qu'ils ont une oreille plus attentive de la part des Italiens que des Français? En clair, est-ce que finalement un arrangement ou une alliance Vélone, UCI, RCS et d'autres organisateurs comme l'organisateur des classiques flandriennes pourrait peser lourd dans la balance à terme face à, comme le dit Gilles, à ESSO qui pour l'instant a au moins, si ce n'est le pouvoir, a au moins les ressources financières des droits télé principales. Ouais, je crois que c'est indéniable qu'il y a en ce moment une alliance, ou en tout cas, ils se retrouvent sur des intérêts, que ce soit Vélone, RCS et l'UCI. Et il y a eu des tensions, on sait qu'il y a des tensions entre ASO et l'UCI, il y a eu des tensions dernièrement. Donc, il y a 3 gros pôles, en gros, d'organisateurs de courses, RCS, ASO, et on peut ajouter les classiques flandriennes. Et donc forcément, si l'UCI est un peu en froid avec ASO, ils vont chercher à trouver du réconfort auprès des Italiens. Et je voulais dire, moi, pour Vélone, ce qui m'intrigue un peu, c'est les ententes possibles. Parce que là, c'est une alliance d'une dizaine d'équipes World Tour. Et ce qui m'inquiète, c'est les ententes potentielles à terme, que ce soit sur les contrats de coureurs. Est-ce que les équipes vont se chiffrer des coureurs entre elles ou pas? Ou est-ce qu'il va y avoir une alliance contre les équipes qui ne sont pas dans Vélone? Est-ce que ça peut aboutir même à des ententes en course sur les stratégies? Et moi, j'ai très peur de cet aspect-là, en fait. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, cette alliance. Donc, comme le disait Gilles au tout début de cette discussion, aucune équipe française ne fait partie aujourd'hui de Vélone. Je crois que les équipes kazakhs et russes, c'est-à-dire Astana et Katusha, n'en font pas partie non plus. Il n'y a pas tout le monde chez Vélone. Certains n'ont peut-être pas été invités au banquet. D'autres ont été invités. Je sais que Marc Madio, sur un TVLops précédent, nous disait qu'il avait été cordialement invité, mais de par la structure de l'équipe FDJ, qui est une entreprise d'État, il n'était pas possible d'entrer au capital d'une société, je sais pas comment dire, multinationale, on va dire, aussi simplement, donc que ça ne s'était pas fait. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer que des équipes françaises soient séduites par le modèle Vélone et rejoignent cet embryon de ligue privée, ou est-ce que ça vous paraît tout à fait improbable, Gilles? Non, pour le moment, je vois pas. Je pense que de toute façon, le système social d'une équipe en France est tellement beaucoup plus lourd et tellement moins liberticide, plus liberticide, pardon, que les équipes étrangères, que pour le moment, elles n'ont pas la structure de liberté qui permettent d'aller s'acoquiner avec les gens de Vélone. Pour revenir sur RCS, il faut savoir une chose quand même, c'est que pendant un moment, RCS a souffert de sa participation. Elle n'a pas le levier avec le Tour d'Italie qu'a ASO avec le Tour de France. Longtemps, le Tour de France a pu faire aligner de très très belles équipes, de très très bons coureurs au départ de ces épreuves, toutes, parce qu'il y avait le Tour de France en moyen de chantage. RCS ne l'a pas. Donc, a commencé à réagir sous Zomenian en payant des coureurs, en leur versant des primes de participation pour qu'ils soient présents. C'est la raison pour laquelle Contador, tous les ans, fait une course RCS. Un coup, c'est le Tour de Lombardie, un coup, c'est le Tour d'Italie. C'est un moyen finalement pour attirer les champions dans ces courses. Moi, ça me choque pas. Après tout, tous les moyens peuvent être bons dès l'instant où c'est honnête. C'est transparent. Là, en l'occurrence, Vélone sait tout ça. Et Vélone s'est approché de RCS simplement parce qu'ils savent que financièrement, RCS peut en tirer profit. Et c'est vrai qu'RCS, après ce qui s'est passé sous Aquaroné, où on sait il y a d'énormes sommes d'argent qui ont disparu, a peut-être besoin aussi d'avoir quelques partenaires de ce type.
Donc voilà, il y a une espèce de bric-à-brac et de puzzle qui fait qu'aujourd'hui, le Tour d'Abu Dhabi a été rendu possible. Mais je m'inquiète, comme Alexandre, des conséquences que peuvent avoir ce genre d'association sur le cyclisme proprement dit. Moi, je pense une chose, c'est que quand je vois le peloton aujourd'hui dans le Tour de France, par exemple, on avait les 5 meilleures équipes les unes derrière les autres. On va rappeler de ça quand même. Il y avait Sky, Astana, Katusha, BMC, bon. Et les autres derrière. Ça change tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de course. Ça veut dire que l'effort n'est plus le même. Il y a une espèce de caste déjà qui consiste à ce que Vélone régisse le cyclisme. Ça peut évidemment finir par des résultats qui seront un peu tronqués. Alors, on ne l'a pas trop vu cette année. Moi, je n'ai pas souvenir de courses qui ont pu laisser le moindre doute. Mais en l'occurrence, Alex a absolument raison de faire remarquer que ça peut arriver. Mais je pense que les médias, comme en 98, vont avoir un rôle considérable à tenir ces prochains mois, juste à dire, bon, Vélone est très agressive, Vélone veut changer le cyclisme, Vélone veut changer de l'argent, mais il y a ça qui ne va pas. Aujourd'hui, il y a une chose est certaine, il y a un gros problème avec Lausanne. Lausanne devait organiser la nouvelle réforme du cyclisme en termes de matière d'antidopage. Il s'avère que Lausanne a dû arrêter la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je vais faire vite, Patrick. Il y a 10 jours, non, vas-y, je t'écoute. Les équipes importantes. Pour préciser, tu parles de l'ISUL, c'est-à-dire l'université de Lausanne qui travaille justement sur un cahier des charges donné aux équipes, sur un modèle à suivre, on va dire un modèle éthique. Il y a 10 jours, tous les grands patrons d'équipe sont allés à Lausanne avec des avocats pour faire sauter le texte. Et l'UCI ne fait rien. C'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, c'est Vélone qui dirige le cyclisme. L'UCI n'a rien fait pour contrarier cette entreprise-là. Il s'avère qu'aujourd'hui, dans la plupart des grosses équipes, il y a un problème de localisation des meilleurs coureurs. C'est quand même grave. Ça voudrait dire donc, in fine, qu'il y a des coureurs qui ne sont pas contrôlés inopinément comme le sont d'autres. L'UCI le sait. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Donc, on va avoir d'un côté des gens qui vont tout faire pour gagner de l'argent et qui, en plus, se garantissent des résultats de manière un petit peu douteuse. C'est pas possible. C'est-à-dire que dans 2 ans, on est dans la même mélasse qu'en 98, sauf qu'en 98, on a eu un joker, là, on ne l'a plus. Donc, il est grand temps, puisque l'UCI est complice de Vélone, que des gens bougent, réagissent et disent « stop ». Qui sont-ils? C'est ça les questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Alors, je rappelle, Gilles, que tu bosses pour cyclingpro.net. Alexandre, on vient d'entendre… Non, je le dis parce que tu viens de donner en fait pas mal d'infos, dont certaines d'ailleurs sont, je crois, assez inédites. Alexandre, est-ce que tu, sans avoir peut-être toutes les infos que nous a données Gilles ce soir, est-ce que tu cernes le problème un petit peu de la même façon? Et je vais aussi reformuler une question d'Hervé qui nous dit que le modèle économique finalement en vélo pro reste à trouver à partir du moment où une ligue privée n'existe pas encore, à partir du moment où tout le monde n'est pas d'accord pour créer cette ligue ou même cette entité économique, commerciale qui s'appelle Vélone, on peut donner raison à Hervé et dire effectivement qu'on est dans une période de transition interminable, mais dans une période de transition où finalement le modèle n'existe toujours pas et où on est dans ce qui explique en grande partie l'incertitude de cette réforme que l'UCI appelle de ses voeux pour 2017. Par rapport à ce qu'a dit Gilles Alexandre, est-ce que tu nourris les mêmes inquiétudes? J'ai l'impression que tu as ouvert la boîte à Pandore et que Gilles t'a emboîté le pas. Oui, je nourris totalement j'ai les mêmes inquiétudes et j'avais entendu la même chose pour les gens de l'ISUL, donc l'université de Lausanne. Je pense que on l'a entendu de la même personne, si rien n'est, enfin, si ça se passe vraiment, si en gros l'ISUL qui était quand même la pierre angulaire du traitement du cas Astana, c'était quand même les gens qui devaient suivre Astana, le développement d'Astana pour maintenir la licence. Si ça saute, on aura la preuve que tout a été une mascarade, que tout le traitement de l'affaire Astana, des licences, est une énorme farce. Et ce qui est vraiment problématique, c'est que l'UCI, quel est le message que l'UCI envoie en étant complice d'un groupe comme Vélone, en étant si proche d'un organisateur comme RCS? Où est l'équité entre les équipes? Où est l'équité d'attention? Je ne comprends pas comment l'UCI peut refaire les mêmes erreurs que par le passé et être si proche de certaines parties du cyclisme actuel.
Les mêmes erreurs avec des gens, rappelons-le, différents, puisqu'on est à peu près à mi-mandat en ce qui concerne l'Union cycliste internationale. Je reprends juste, et ça sera, on va conclure parce que ça fait Patrick, 20 si je minutes puis me qu'on parle. permettre, je Oui. vois Florent Lignet qui dit que payer les coureurs pour une participation, ça se fait beaucoup en cyclocross. Ouais, enfin, cyclocross, ça concerne 40 coureurs dans le monde, quoi. Donc, ouais, c'est du catch. Voilà, c'est du Non, mais critérium. organiser, Non, on voilà. peut pas comparer. Je veux dire à Florent, on peut quand même pas comparer la structure économique du cyclocross avec la structure économique de la course sur route, quand même. Voilà, c'était tout. Est-ce que, moi, je voudrais juste aussi voir clair sur un point. Est-ce qu'il y aura toujours cette, parce que vu de l'étranger, et d'ailleurs, cette discussion sympathique en est une toute petite illustration. Il y a toujours les Français qui s'opposent au reste du monde. C'est toujours le village gaulois, le village breton, pour faire plaisir à Gilles, qui s'oppose au reste du monde du vélo. Est-ce qu'une fois de plus, s'il n'y a pas d'équipe française intéressée par Vélone, est-ce parce qu'elles n'en ont pas besoin sous prétexte que le Tour est organisé sur leur territoire et qu'elles savent peu ou prou qu'elles seront, en tout cas toutes celles qui sont Continental Pro ou Pro Tour invitées, ou est-ce réellement une opposition philosophique, culturelle même, entre un cyclisme à la française, s'il existe, je sais pas, et un cyclisme donc prôné par des pays qui parfois nous sont proches. Les Belges, par exemple, sont plutôt Vélone, alors que la Belgique et la France ont quand même sur le terrain cycliste beaucoup de points communs. L'Italie aussi. Donc, comment vous expliquez un petit peu tout ça? Et surtout, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que va y avoir cette fracture, parce que vous semblez nous présenter, entre les Français et le reste du monde, ou est-ce que cette fracture sera pas forcément aussi caricaturale? Alexandre? Si, moi je pense que le cas Vélone va faire ressortir la fracture. Et je sais pas, donc on sait que Marc Madiot avait été dragouillé par les gens de Vélone pour éventuellement y entrer. J'ai pas la réponse si les gens de Vélone sont allés voir Marc parce que ça aurait été une belle prise d'avoir une équipe française dans le projet pour montrer qu'il n'y a pas que cette fracture n'existe pas. Je ne sais pas si c'était le but de leur démarche. Maintenant, je pense qu'il y a des vraies différences philosophiques. Elles sont pas forcément franco-françaises en fait. Je crois qu'il y a d'autres équipes, d'autres petites équipes dans d'autres pays qu'on connaît moins, mais qui n'adhèrent pas du tout au projet Vélone. Je pense que la fracture philosophique, c'est simplement une vision extrêmement élitiste du sport, avec une ligue fermée, une dizaine d'équipes qui se partagent tout le pognon et qui en a rien à faire des autres courses, des petites courses entre guillemets, et une autre partie qui se nourrit plus d'un terreau qui existe sur ces petites courses. Ces petites courses sont le terreau du cyclisme, et je pense que cette fracture existera toujours en fait. D'après moi, elle est ineffaçable. Pourquoi ineffaçable? Ineffaçable, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas se mettre autour d'une table et régler ce problème. C'est quand même un problème majeur. C'est le nerf de la guerre. C'est le problème financier. Elle est ineffaçable selon moi parce que tu ne peux pas empêcher des gens qui n'ont pas de culture du cyclisme d'entrer dans ce sport et d'essayer d'y faire du business. Et eux, ils défendront une vision plus élitiste du sport. Moi, je pense que le cœur du problème, c'est le poids qu'avait le Tour de France sur le cyclisme dans les années 90. Il faisait ce qu'il voulait, faut dire les choses. Le virage pris à partir de 98 où Verbruggen puis Pat McQuaid ont fait comprendre qu'une gouvernance était nécessaire. Il faut surtout pas oublier que ce que fut le deuxième mandat de McQuaid une fois qu'il a été débarrassé de Verbruggen. C'est en cela que le débat qui lui a été fait, le procès qui lui a été fait, qui a favorisé l'élection d'un pitre comme Coxon, est gravissime pour le cyclisme parce que McQuaid avait fait du très très bon boulot pour le cyclisme en général pendant les 4 dernières années. Aujourd'hui, je pense que les Français dérangent. Si les coureurs français continuent à se faire insulter par les coureurs étrangers dans le peloton sur le thème français de merde, on sait pourquoi, et ça continue, même si les coureurs d'aujourd'hui n'ont pas été concernés par l'affaire Festina. On sait évidemment que les grands coups de gueule de Marc Madiot les dérangent à tel point qu'ils ne l'écoutent plus. Et on sait surtout qu'ASO est française et que la seule chose qui concerne Vélone aujourd'hui, on en revient toujours là. C'est cette source d'argent
qui pourrait émaner d'ASO. C'est pour ça qu'ASO, moi, je ne comprendrai jamais, que ASO aujourd'hui ne se défende pas et ne prenne pas les mesures nécessaires à sa survie et à son non-encerclement par des gens comme eux, c'est criminel. Enfin, voilà. Si dans les 6 mois, ASO n'a rien fait, ASO a perdu la partie. Voilà. Ce que je dis là, je l'ai dit aux gens d'ASO, comme ça, hein, dans des discussions informelles. Hein, voilà. Je pense sincèrement, pour très bien connaître ce monde-là, que si ASO ne fait rien dans 6 mois, ils ont perdu la partie. La partie sera, et ça sera juste le dernier éclaircissement que je vous demanderai, Alexandre, cette partie qui tire les ficelles, est-ce que c'est l'UCI qui tire les ficelles de Vélone? Est-ce que c'est Vélone qui tire désormais, qui balade un petit peu l'UCI à son bon gré? Est-ce qu'il y a une âme derrière, ou une personne, ou quelqu'un, ou comment dire, une logique, un homme d'affaires? On en connaît quelques-uns qui ont le pouvoir essayent de prendre le pouvoir de tout ça. En clair, est-ce qu'on peut personnaliser cette, je sais pas comment dire, cette marque qui apparaît dans le paysage? Est-ce que c'est l'UCI ou est-ce que c'est quelqu'un qui est derrière Vélone, selon vous, Alexandre? Non, c'est un gros problème. On ne sait pas qui tire les ficelles aujourd'hui, précisément. Qui tire les ficelles aussi bien de l'UCI, parce que bon, c'est pas Cookson, c'est au mieux son ou au pire. On t'entend pas très bien. J'ai l'impression que je sais pas si c'est moi. Je sais pas, Gilles, si tu entends bien, Alexandre. Non, je vois sa bouche bouger, mais je n'ai aucun son qui parvient. Oui. Ah, c'est pas terrible, hein. T'as changé quelque chose, non? Non, je vais bouger. On est en train de perdre Alexandre. Non, vas-y, ça y est, c'était revenu peut-être. Vas-y, essaye. Essaye encore. Oui, donc je disais que le problème, c'est qu'on ne sait pas qui tire les ficelles aussi bien de l'UCI, parce qu'en gros, c'est pas et pas non plus. Sur un paquebot. Je crois que ça y est, on est brouillé. À mon avis, le vrai patron de Vélone est en train d'essayer de brouiller le message d'Alexandre. T'as fait un bruit de paquebot, hein. C'était pas un bruit de baxtérophobe. Quoique, je ne sais pas trop quel est le bruit du baxtérophobe. Vas-y, réessaye. Vous m'entendez là ou pas? Ouais, c'est bon là. Je disais que je savais pas qui tirait les ficelles aussi bien de l'UCI parce qu'on sait que c'est pas Cookson qui a le réel pouvoir. Alors est-ce que c'est son bras droit Gibbs ou est-ce que c'est Makarov? Et pareil pour Vélone, on sait pas qui tire les ficelles non plus. C'est pas incarné. Alors j'ai entendu un truc qui m'a fait froid dans le dos récemment, c'est que Johan Breunel ne serait pas loin de tout ça. Ça c'est marrant. Voilà, vous vous êtes parlé? Non. Non, bah, je dis ça parce que hors antenne, juste avant que nous débutions, Gilles m'en faisait part. Donc c'est la rumeur qui court, on va dire. C'est une rumeur, on est bien d'accord. Ouais. Bon, tout ça est vachement réjouissant. Hein, Johan Breunel, donc ancien manager général de Postal, est suspendu en cours de suspension. Ouais. Il y en a pour 10 ans, enfin pas un peu moins maintenant, évidemment. Peu importe qui est derrière. Bacala, on le sait, le propriétaire de l'équipe Ethics est un homme d'affaires et apporte évidemment sa vision d'homme d'affaires, ce qui manquait sans doute à des sportifs, à des managers sportifs. Donc d'un point de vue économique, ça a l'air structuré, il n'y a pas de doute. Voilà. Cela dit, Brailsford, je pense, il est quand même pas bête, on le connaît depuis quelques années maintenant, et Brailsford, je pense, a beaucoup d'influence sur l'organisation de Vélone. Il se dit que Spekenbrink est très actif également, mais franchement, si Yann Le Moener fait ce qu'il faut, ces gens-là explosent en vol. Il y a une chose à faire, de toute façon, et dans ce cas-là, on n'en parlera plus. Après, il faut remettre les choses à plat. Oui. Moi, je peux comprendre que des acteurs du monde sportif envisagent de toucher aussi leur quote-part de recettes. C'est pas, voilà, ça serait pas discutable. Simplement, faut pas le faire comme ça. On fait le pas sous le forme de chantage et de menaces en permanence. Est-ce que Vélone peut apporter quelque chose de positif dans le vélo? Ou est-ce que Vélone ou d'autres, mais est-ce que Vélone peut inspirer en tout cas un certain nombre de réformes dont le vélo a besoin? Franchement, si Vélone arrive à dégénérer de l'argent qui permettent de rétribuer des clubs qui forment, par exemple, mais ça, il y en a en France comme Etup, mais il y en a beaucoup d'autres.
ça serait quand même plutôt une bonne chose, mais je crois pas que ce soit ça la philosophie. La philosophie, il faut dire clairement, c'est qu'ils s'en mettent de plus en plus plein les poches et que ça qui compte. Alexandre, avec la même question. Oui, oui, enfin, c'est quand même un groupe assez puissant. C'est des équipes très, très, très puissantes. Donc, Ils fondamentalement, peuvent apporter quelque chose de positif, selon toi, malgré tout, à travers la réflexion qui est en cours, ou tu penses que c'est uniquement mercantile et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à en tirer? si je pense qu'il y a quelque chose à en tirer, parce que dans la mesure où ils veulent faire du cyclisme un spectacle, s'ils le font bien, j'en parlais dans mon billet la semaine dernière, moi je trouve qu'il y a des choses à faire sur les retransmissions télé qui ont été catastrophiques, aussi bien à Richmond aux mondiaux qu'en Lombardie. C'est quand même un truc qu'il faut améliorer, et que s'ils sont si intéressés par l'aspect spectacle, l'aspect show du sport, je me dis que les images, les retransmissions télé peut-être vont en ressortir de meilleure qualité. Eh bien, ça sera un sujet qu'on évoquera justement, l'évolution de la médiatisation par la télévision du vélo. On y songeait et je ne te cache pas, Alexandre, que c'est toi qui m'as donné cette idée-là et tu viens de le reformuler. Donc, je pense que c'est un signe céleste. Il faudra en tenir compte. Merci à tous les deux, mais merci du fond du cœur d'avoir accepté de jouer le jeu. On est 10. Enfin, on est 10, moins 3. Donc, il y en a que 7 qui nous écoutent ce soir. C'était une heure un peu tardive. L'autre fois, il y a eu l'un des TV Lobs qui a été vu par 10 000 personnes. Donc, le replay marche bien. Puis une autre fois, il y en a eu que 1000. C'est flatteur. Non, non, 1000, j'ai dit. 1000 ou 10 000, vous voyez. On est passé de 1000 à 7, mais non, Non, pas en direct, pour le replay. Le replay, ça veut dire, tu sais, tu peux rembobiner la bande et écouter après. Voilà. merci. Non, merci vraiment à vous, surtout. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que les gens qui vous ont écouté et qui vous écouteront comprendront que nous trois, on aime vraiment le vélo et que si on parle des choses qui fâchent, bah, c'est justement pour que ça n'aille pas plus mal, mais au contraire que ça aille dans le bon sens. Bonne soirée, à très bientôt et puis bon appétit parce qu'il est l'heure d'aller manger. Au revoir.